Tu peux faire le même saut 15 fois au sol, tu vas monter, bah ça va pas être la même chose mentalement, ça va être beaucoup plus compliqué. Ta tête, elle va jamais vouloir t'envoyer, je pense, sur un saut, il y a du danger comme ça, genre on n'est pas fait pour ça, je pense. En fait, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. En fait, si je tombe, tu sais que tu meurs ou en tout cas t'es blessé gravement. Le stress que tu mets à ton corps pour ça. Ouais. Mais par contre, à la fin, t'as envie de pleurer de joie tellement t'es fier de toi. Depuis ses 13 ans, sa passion à elle, c'est le parcours. Elle est ce qu'on appelle une traceuse. Elle file, rebondit, saute entre des toits d'immeubles, des escaliers, des murets, des ponts. Elle se joue des obstacles urbains pour mieux en faire son terrain de jeu. Ce sport extrême, qui est aussi une vraie pratique artistique, elle le partage avec ses presque 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui ont pu la voir évoluer au fil du temps, devenir la deuxième femme au monde à faire un saut de 5 mètres entre deux immeubles à Évry à 16 mètres de hauteur, jusqu'à participer à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, entre le parcours et les cascades, elle vit de sa passion à tout juste 20 ans. Lola Roy, bonjour. Bonjour. Lola, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a beaucoup de questions à te poser. Bon, moi, pour préparer cette interview, j'avoue, j'ai un peu stalké toutes tes vidéos. J'ai regardé ce que tu avais fait sur ton compte Instagram depuis que tu t'es mise à y poster tes aventures. C'était en 2020 et j'ai été tout de suite impressionné. Tu fais quand même des sauts qui demandent beaucoup de longueur, beaucoup de hauteur entre différents obstacles. Des sauts précis également, où par exemple tu pars d'un muret pour finir sur des poteaux avec quelques centimètres de diamètre. Impressionné, comme je l'ai dit, mais j'ai aussi eu peur. C'est un faux mouvement, un mauvais appui et c'est un peu fini. Toi, qu'est-ce qui te pousse à toujours repousser tes limites? C'est la soif d'adrénaline, découvrir de nouvelles choses? Dis-moi. L'adrénaline, quand t'as un peu goûté à ça, franchement, c'est addict. Parce que c'est une sensation, t'es fier de toi, t'as pu te dépasser et franchement, c'est trop agréable. En fait, tu mets ton corps dans un état de stress, mais quand tu l'as fait après, je pense qu'on revient en fait sur le fait de l'adrénaline. Je pense que c'est un sentiment, quand tu l'as découvert, t'as envie de continuer là-dedans en fait. Bah, tu vas nous en parler de tout ça. On va revenir, on va remonter un peu dans le temps pour revenir à tes débuts. Si on est ici au centre des cultures urbaines de Besançon, c'est pas par hasard. Besançon, c'est ta ville, c'est là où tu as grandi, où tu as commencé le parcours. Et cette salle, explique-nous, c'est quoi? C'est un peu le QG des traceurs byzantins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au tout début, il y avait une association déjà, mais il n'y avait pas de salle. Et donc, tu as un groupe de jeunes qui ont créé cette salle, qui ont créé tous les modules. Là, tout ce que vous voyez, c'est fait avec des palettes. Enfin, c'est tout eux qu'on fait. Moi, je suis arrivée un petit peu après, donc ils commençaient à la faire. Et j'ai pu profiter de ça pour progresser. Enfin, je suis vraiment arrivée au bon moment, quoi. D'ailleurs, tu parlais de ton arrivée. Si je me trompe pas, tu as 13 ans, c'est en 2018. Ouais. Et c'est là où tu décides de te mettre au parcours. Explique-nous, comment tu t'y es mis? Alors, je faisais du judo. Ça faisait, je crois, 6-7 ans que j'en faisais. Mais j'en faisais vraiment en tant que loisir. C'était pas non plus ma passion. Donc j'ai vu des vidéos hyper clichés de gens qui sautaient sur les toits sur YouTube et je me suis dit, ah mais c'est stylé, si c'est un sport, je sais pas trop où est-ce qu'on peut en faire. Et j'ai regardé, il y avait une asso qui existait, donc l'association des traceurs byzantins, qui est du coup maintenant dans cette salle. Et je les ai contactés et puis j'ai commencé. Ouais. C'était quoi qui t'a plu sur la vidéo? Parce que des fois, on s'imagine un peu des Yamakasi et tout. Toi, tu trouvais ça stylé? Ouais, c'est vrai que tu te dis toujours, ah, c'est incroyable, ces mecs qui sautent sur des toits, c'est vraiment un truc de ouf, il y a personne qui fait ça. Je pense que c'est le côté aussi un peu original et puis impressionnant surtout. Je me suis dit, si un jour je peux faire ça. T'étais très sport déjà dès l'enfance? Ouais, j'ai toujours fait. J'ai testé pas mal de trucs, de l'escalade, de l'athlétisme, du judo, du vélo de descente un peu. Oui, déjà en recherche aussi de sensations. C'est ça. Donc tu commences le parcours. Comment ça se passe? Tu intègres direct l'association? Tu tentes des choses toute seule chez toi? C'était quoi tes débuts? J'ai vraiment directement intégré l'association. En groupe, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis montrer un peu, il n'y avait pas vraiment des cours à l'époque, c'était juste un groupe de personnes qui te montraient, te donnaient des techniques, etc. Et fallait être assez autonome. Et j'ai direct hyper accroché avec le groupe. Et aussi, c'est vrai que c'était marrant en fait de sauter sur des trottoirs, d'utiliser son environnement. Donc les deux mélangés, ça fait que j'y suis allée petit à petit de plus en plus et que... Tu te souviens d'ailleurs de ta première session? Parce que nous, d'extérieur, on se dit... Qu'est-ce qu'ils font? Tu l'as dit, ils sautent sur des trottoirs. Vraiment. Des fois, il y a l'idée un peu des saltos, un peu, mais qu'est-ce que tu as fait à ta première? Sachant qu'on n'avait pas de salle ni de tapis, les techniques qu'on a montrées, c'est au sol. Vraiment, tout sauf impressionnant. Hein. Tu t'entraînes à faire des petits sauts au sol, d'essayer d'aller de plus en plus loin, de viser une réception, par exemple. Précise, ouais. C'est ça, genre d'apprendre à réceptionner. Vraiment des trucs pas comme on voit sur la vidéo. Ouais. Et pourquoi t'as trop aimé d'ailleurs? Pourquoi ça a accroché direct? Juste le feeling, je pense que j'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé ça cool de sauter un peu. Parce qu'en fait, tout le monde fait un peu de parcours, je pense, à un moment donné dans sa vie. Quand t'es jeune, tu sautes sur un truc et tout. Je connais plein de gens qui me disent « Ah, j'ai fait un peu de parcours, je faisais avec mon cousin, on sautait sur... Rien que les escalades. C'est ça.
un petit mélange de plein de trucs et le fait qu'il y ait d'autres gens qui fassent ça, qu'on soit tous un groupe, etc. Ça motive aussi. C'est ça. D'ailleurs, moi, j'ai tenté en intro de faire ma définition du parcours. Toi, tu es peut-être mieux placé. Comment tu t'expliquerais le parcours à quelqu'un qui connaît rien? Alors, j'ai pas une définition arrêtée sur le parcours parce que ça a vachement évolué. Pour moi, c'est créer du mouvement en s'adaptant à son environnement. Parce que ça peut être des saltos, donc des acrobaties, comme du franchissement d'obstacles. Il peut y avoir la notion d'efficacité, comme la notion créative, donc qui est plus spécialement efficace. Donc ouais, c'est multiple, quoi. Il n'y a pas une façon de faire du parcours. Non, surtout maintenant, ça s'est vachement démocratisé. Ouais. Et je me suis intéressé, il y avait aussi, tu l'as dit, cette notion d'art artistique, de se déplacer librement et de surmonter les obstacles. Toi aussi, ce côté vision un peu artistique? Ouais, tu peux l'avoir, ça dépend aussi de ta manière de bouger, mais elle existe. Et puis c'est surtout qu'en fait, ta vision de dehors, elle change. Parce qu'en fait, tu vois ton architecture comme un endroit où t'amuser. Et du coup, ça, des fois, je suis avec des amis qui font du parcours, on voit des murs, on se dit, oh là, il y a un saut ici, ce que des gens regarderaient pas. Ou par exemple, des toits ou des choses comme ça, on lève la tête, on regarde beaucoup plus aussi notre environnement avec un œil différent. Et ça, c'est hyper intéressant. L'architecture urbaine est moins contraignante et on l'utilise pour... Et c'est super marrant parce qu'en suivant l'architecture, tu peux retrouver des trucs super intéressants, d'autres moins. Et on se comprend entre personnes qui faisons ça, en fait. Là, on est parti sur tes débuts quand tu avais 13 ans. Toi, tu as décidé de persévérer, de t'améliorer, de continuer avec ce groupe, cette association. Tu étais au collège, tu passes au lycée. C'était quoi, en fait, ton quotidien dans le parcours, à côté des cours? Tu avais des entraînements toutes les semaines? Tu faisais du spécifique, toi, de ton côté? C'était quoi ton rythme? Ouais, c'était vraiment... Au début, je le faisais en tant que loisir. Donc, c'était 1 à 2 fois par semaine, après les cours. Après, j'ai commencé à y aller le week-end. Et petit à petit, j'ai commencé à voyager avec eux. Et c'est là où c'est devenu plus conséquent. C'est-à-dire voyager? En fait, il y a des événements de parcours à l'étranger, même en France, où c'est un peu un rassemblement de traceurs, donc de personnes qui font du parcours. Et donc, tu voyages. Je suis déjà allée en Suède. Je suis allée dans vraiment beaucoup d'endroits pour des événements où tu rencontres du coup des Japonais, des Américains qui font le même sport que toi. Et tu te rejoins pour ça. Et donc, c'est au moment, je dirais, où j'ai commencé à voyager que ça a été vraiment plus conséquent. Ouais, tu t'es dit, ça me plaît vraiment. Ouais, et j'ai rencontré du monde, j'ai commencé à... Aussi, ça me motive le fait qu'il y ait du monde. Donc, pour faire des gros sauts, j'ai beaucoup fait de sauts impressionnants avec du monde. Donc, c'est là aussi où tu te fais plus remarquer que... En fait, petit à petit, tu commences à te dire, ah, mais c'est possible, en fait, peut-être d'en faire quelque chose. Les gens, ils te mettent beaucoup en avant. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est peut-être possible d'en faire quelque chose, genre peut-être un métier ou je sais pas, mais en tout cas... Et dans ces événements, c'est quoi? Par exemple, c'est pareil qu'ici, dans une salle où on fait des concours de vitesse sur un seul circuit ou pas du tout? Alors, il y a plein de sortes d'événements aussi. T'as des événements gratuits, c'est juste des gens qui organisent ça. Ça peut être dehors, sur des spots. Donc, les spots, c'est les endroits, on va dire, je sais pas, par exemple, dehors, à tel endroit, il y a des murs pour faire ça, machin. Et on se donne rendez-vous, et puis c'est sur plusieurs jours, et puis on se retrouve tous dehors à faire ça. T'as aussi dans des salles, s'il y a des salles adaptées comme ici. Et il y a aussi des compétitions. Et donc ça, c'est vraiment des compétitions, ce qui peut être mélangé à un événement un peu. Tu vois, il peut y avoir les deux. Il y a des moments où tu as des compétitions et à un moment donné, tu as des entraînements libres. Ça dépend. Tu avais commencé à parler de tes sauts un peu plus impressionnants. On va y revenir. J'aimerais juste m'arrêter sur une date, sur une année qui va aussi un peu changer ton avenir. C'est 2020. Tu te crées une page Instagram où tu publies des photos, puis des petites vidéos de tes sauts, de tes parcours. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Est-ce que c'était une décision facile à prendre et dans quel but tu l'as fait? Alors, je pense que je l'ai juste fait parce que, comme beaucoup de monde sur les réseaux, tu vois, juste montrer ce que tu sais faire. J'avais pas spécialement de but, genre de percer ou de vivre de quoi que ce soit. Mais par contre, je suis hyper exigeante avec moi-même et j'ai commencé le parcours en 2018 et j'ai posté ma première vidéo, je pense, en 2020. Et c'était compliqué pour moi parce que je voulais toujours faire mieux en fait. Donc je me disais, ouais, mais si je poste jamais, je montre pas aux gens ce que je fais, mais je veux aussi montrer un truc que j'aime bien. Donc c'est pour ça. Donc j'ai attendu 2 ans avant de poster ma première vidéo sur les réseaux. Et depuis avec les mois, moi en tout cas, j'ai vu sur ta page tes contenus évoluer. Tu l'as dit, d'abord c'est plutôt des séances de parcours ici où tu te déplaces malgré plusieurs obstacles, vite, de plus en plus vite. Et petit à petit, on voit de plus en plus de vidéos de sauts entre 2 points. D'abord, on doit t'entraîner, comme tu l'as dit, atterrir sur des trottoirs, puis c'est entre 2 murets, avec de plus en plus de longueur, voire de hauteur, depuis des ponts.
depuis aussi bientôt des toits d'immeubles. Tu fais aussi des vidéos justement sur les toits, on te voit courir, on te voit marcher sur les toits. C'était une volonté, toi, t'as trouvé un style de traceuse, je veux dire, un peu plus en hauteur, à faire des sauts un peu plus impressionnants. C'était une volonté de ta part? La volonté, c'était de me dépasser physiquement et mentalement. Et clairement, mentalement, avec les hauteurs, en fait, tu peux faire le même saut 15 fois au sol, tu vas monter, ça va pas être la même chose mentalement, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, la recherche d'adrénaline, de peur et pour la sensation un peu finale que ça apporte. Donc, c'est pour ça, je pense que je me suis dirigée vers tout ce qui était hauteur, toit. Il n'y a même pas besoin d'être sur un toit, hein, même 3-4 mètres suivant le saut, ça fait déjà peur. Oui. Même au sol, en vrai. Mais c'est juste que... La longueur est aussi impressionnante. C'est ça. On voit Même au sol, des fois, juste entre deux trottoirs, ça peut faire peur. Mais c'est différent, quoi. T'as pas la notion de blessure. Enfin, c'est quand même pas pareil. Donc, je pense que j'ai évolué là-dedans. Quand je me suis sentie confiante au sol, sur certains types de mouvements, j'ai voulu un peu passer au niveau supérieur en allant sur les hauteurs, quoi. Justement. C'est un peu la suite logique pour moi. Qu'est-ce qu'on travaille justement pour faire ces sauts qui allient hauteur et longueur? Je suppose qu'il y a l'explosivité, il y a un travail de muscu qui est j'allais dire, omniprésent, parce que ton corps, tes articulations encaissent quand même de sacrés chocs, t'arrives vite. Dis-nous un peu ce qu'il faut travailler. Autant mental que physique? Ouais, c'est ça. Okay. La muscu, c'est pas obligé, mais c'est comme dans tous les sports, je pense, si tu veux performer, prévenir des blessures, ça c'est hyper important. La muscu, ça va devenir quelque chose de nécessaire. Donc j'en fais depuis maintenant, je dirais 2 ans, mais j'en ai pas toujours fait, 2-3 ans, je dirais. Et le côté mental, ça dépend de tout le monde. T'as des gens qui vont faire de la visualisation. Moi, je vais faire beaucoup de préparation au sol ou recréer en fait le saut que je veux faire, par exemple avec plus de danger ou plus de hauteur, au sol ou dans des conditions totalement safe, secure, quoi. Et après, je vais, en fait, si ça s'est bien passé au sol 15 fois, par exemple, je vais me dire, OK, là, je vais monter, c'est ça, en hauteur. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Je fais pas spécialement de visualisation, moi, mais j'y vais vraiment au ressenti. En fait, je m'oblige, parce que ta tête, elle va jamais vouloir t'envoyer, je pense, sur un saut, il y a du danger comme ça. Genre, on n'est pas fait pour ça, je pense. Mais si mon corps en est capable et que j'en suis sûre, je vais forcer ma tête à y aller. Je vais essayer de créer ce déclic où je me dis, OK, là, il faut juste que je croie ce que je ressens, mon corps, et que j'y aille, et que la tête, il faut que je déconnecte, parce que c'est le plus dur. Ah ouais, dans ta tête avant ça, tu as vraiment ce moment où forcément peut-être tu doutes un peu, tu dis c'est haut et tu dis je peux le faire, je l'ai fait c'est avant. ça, c'est vraiment ce truc j'essaye de me persuader par contre, de me dire si physiquement mon corps peut le faire, là c'est ma tête, j'ai peur, mais je me le suis prouvé à moi-même que je peux le faire 15 fois par terre. Donc en fait, je peux le faire aussi en hauteur. Juste, c'est le côté, la tête, faut débrancher, et c'est le plus dur. Combien de sauts j'ai voulu faire, tu dis vas-y, je vais y aller, et en fait, t'arrives pas à y aller. T'arrives pas à déconnecter ce truc-là, quoi. Ouais, c'est un blocage mental un peu. Ouais. Ah oui, c'est souvent le plus dur. Il y a, j'allais dire, un groupe musculaire, tu parlais de musculation, quelque chose d'important à muscler, c'est peut-être le bas du corps pour vraiment avoir les appuis, ou pas même. Je dirais pour mon type de parcours, comment moi je m'entraîne, c'est peut-être plus important le bas du corps, mais le haut du corps est hyper important aussi. Parce que des fois, on arrive avec les bras, on fait, ça s'appelle des planches, des mouvements, on est sur le mur, il faut monter. Il y a aussi beaucoup d'impact dans les bras, mine de rien, suivant ce que tu fais. Mais t'as tout le temps les jambes qui sont sollicitées, donc je dirais à choisir les jambes, mais les deux sont hyper importants. Oui, en fait, il faut être complet. C'est ça. C'est un sport hyper complet pour le coup. Et c'est un sport, on l'a dit, aussi dangereux, mine de rien. Comment on sécurise un saut? Est-ce que toi, tu as une équipe qui est avec toi, ceux qui te filment? Est-ce que tu as dit pas trop de visualisation, mais est-ce que tu regardes quand même où poser tes appuis? Comment ça se passe? On va essayer de faire au maximum pour limiter les risques. Donc, nettoyer nos réceptions, notre départ, regarder si ça tient, s'il n'y a pas un bout de mur qui va s'enlever ou quoi. Moi, je nettoie beaucoup. Et je peux faire que ça, en fait, limiter les risques. Tu peux pas empêcher, par exemple, je sais pas, t'as pu taper 4 fois sur le bout du mur, il est pas tombé, la 5e fois, il va peut-être tomber. Mais vraiment, j'essaye de faire au maximum en nettoyant les surfaces, en regardant, en comptant mes pieds. Pour mon élan, en général, je compte mes pieds. En gros, je fais des simulations d'élan pour savoir exactement quel pied je vais mettre à la fin, etc. Et ça, je le fais, pareil, plusieurs fois avant d'y aller, quoi. Et comment c'est une question de novice comme moi, mais comment tu restes précise? Je te demande ça parce que sur des vidéos, on te voit partir d'un pont ou d'un muret et atterrir par exemple sur un poteau séparé de quelques mètres de longueur, les pieds joints sur une zone très petite en diamètre. Comment t'apprends ça? Je pense que c'est la répétition. Parce que c'est même plus un truc où t'y penses trop.
C'est ton corps qui, tu sais un peu comment courir en fonction de la distance, du visuel, etc. En fait, c'est vraiment apprendre à doser le visuel, enfin, apprendre à doser avec le visuel que tu as. Parce que tous les sauts sont différents. Tu as des sauts où tu vas dire là, il faut que j'en vois plus, d'autres font que j'en vois moins. Donc je pense que c'est vraiment à force, c'est avec le temps, ça peut pas venir comme ça, je pense. L'expérience, ouais. C'est ça, c'est vraiment juste à force d'en faire, à faire des sauts différents avec des longueurs différentes, des hauteurs, etc. Où bah, petit à petit, ça va être un peu ancré et tu vas savoir faire, quoi. Bon, tu te trompes aussi, hein, mais... Et pour toi, un saut réussi, selon Lola Roy, c'est quoi un saut réussi? Bah, de pas m'être blessé déjà, Oui. c'est le plus important. Tout dépend de l'objectif que c'est. Tu as des sauts qui vont, par exemple, je vais plus chercher la fluidité ou le fait que le mouvement soit beau. Et tu as des sauts où le but, ça va juste être d'arriver sur le mur ou sur la réception où je veux arriver. Et après, tant que je me blesse pas, je suis contente. Suivant si le saut est dur, s'il est très loin. Donc en vrai, ça dépend totalement du saut, quoi. Et quand tu sautes, tu passes un peu des microsecondes en l'air. Est-ce qu'il y a des étapes, par exemple à l'arrivée, bien gainées, est-ce que tu décortiques, il y a un mouvement à décortiquer quand tu es en l'air ou pas? Ouais, bah du coup c'est assez compliqué à expliquer à l'arrêt, Ouais. mais t'as vraiment un mouvement, ça dépend aussi le type de saut, parce que t'as plusieurs types de sauts, donc plusieurs techniques, mais dans tous les cas, à l'arrivée, bah faut apprendre à aussi à gérer ton atterrissage, parce que c'est important. De faire un beau départ et de foirer l'atterrissage, c'est compliqué, puis ça peut être dangereux. Donc t'as toutes des techniques, t'as des techniques de roulade, t'es pas obligé de rouler, mais du coup faut apprendre à amortir. En vrai, t'as plein de techniques différentes. Le saut se finit pas quand tu veux dire t'es parti, quoi. Tu dois maîtriser Ah ouais, toute une chaîne et l'atterrissage, bah, ça l'atterrissage. peut être même le plus dur suivant le saut. Ça dépend. On a beaucoup parlé de technique et de saut. On revient un peu dans le temps. En 2022, tu as 17 ans et c'est une année importante parce que tu passes un cap avec 2 sauts impressionnants en termes de hauteur, mais également des sauts qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux avec des millions de vues qui te font connaître. Le premier, c'était en septembre 2022 à Grenoble et l'autre, c'était en novembre, le fameux Manpower à Évry. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces 2 sauts, dire un peu comment ça s'est passé et quelles ont été leur importance pour toi? Alors, le saut à Grenoble, c'est un de mes premiers roof gap. Donc, un roof gap, c'est un saut entre 2 toits, on appelle ça comme ça au parcours. Ok. Enfin, dans le parcours. Et ça m'a pris 1h30 à envoyer ce saut. Genre, je suis montée au-dessus, j'ai fait « Ah non, mais je pourrais pas le faire ». Parce que, explique-nous, il y avait de la longueur qui séparait les deux. Ouais, les c'était toits, vraiment, il y avait de la hauteur. c'était deux vrais toits, donc c'était le premier saut où si je tombais, bah, t'as pas l'erreur, enfin, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. En fait, si je tombe, tu sais que tu meurs ou en tout cas t'es blessé gravement. Il était loin, il était haut, il y avait du dénivelé à la réception, il fallait que je fasse une roulade. J'avais pas spécialement l'habitude d'enchaîner une roulade après un saut. Et puis le départ, il était traumatisant. C'était une petite marche. En fait, je courais, je prenais mon appui sur une petite marche. Donc mon dernier pied d'appui que je devais pas louper, je devais être précise, alors que je courais. Et en vrai, il y avait tout ce qui était flippant sur ce saut, et c'était mon premier saut sur un toit. Donc c'est comme si j'avais débloqué plein de trucs en une fois. Mais c'est aussi pour ça que ça m'a pris 1h30 à le faire, parce qu'en fait, j'arrêtais pas justement de faire des sauts de préparation. Donc j'essaie de trouver un truc similaire. Pareil, de prendre une petite marge, de voir si mon pied, je le loupais jamais. Et j'ai dû faire, je sais pas, plus de 30 fois le saut de préparation pour voir si je loupais jamais mon pied. J'ai jamais loupé. Et donc, à un moment donné, j'y suis allée. Mais ouais, c'était... mentalement, ça paraît simple comme ça, mais c'était une torture. Le stress que tu mets à ton corps pour ça... Ouais. Mais par contre, à la fin, t'as envie de pleurer de joie, tellement t'es fier de toi. En plus, pareil, c'était justement un événement, un rassemblement de parcours, donc il y avait plein de gens. Un monde autour. Ah ouais, il y avait plein de gens, et ça rajoute tellement un truc en plus, de partager tout ça, parce qu'ils m'ont vu galérer, ils m'ont vu douter, et ils m'ont vu le faire. Je suis aussi la première femme à avoir fait ce saut-là, parce que c'est un saut à Grenoble que pas mal de Français ont fait. Et ouais, non, la satisfaction, mais je souhaite à tout le monde de découvrir ce sentiment, même dans d'autres sujets, hein, mais franchement, c'est incroyable. Et 2 mois après, le Manpower. Ouais. Tu parlais de déclic, c'est peut-être venu de là, de te dire... Mais ouais, du coup, là, c'était surtout cette année, c'était pas que saut là, c'était vraiment le premier gros saut entre des toits, mais j'ai fait aussi d'autres sauts cette année-là. J'arrêtais pas d'enchaîner de mois en mois les sauts qui me faisaient peur, et du coup, qui étaient assez impressionnants. Donc, des belles performances sportives. Et ouais, mentalement, j'ai l'impression que mentalement, c'est un cercle. Plus tu débloques et tu restes dans cette routine, plus ça va. Par contre, si tu fais un gros saut qui t'a fait peur, t'as une pause de 6 mois. Un gros saut, c'est dur de se remettre dedans. Le mental, ça se perd super vite. Et donc là, j'étais dans une super lancée, et le Manpower, bah... Explique-nous d'ailleurs un peu le spot. Qu'est-ce que c'est le Manpower? Parce que c'est quand même un spot connu dans le parcours, dis-nous.
Le Manpower, c'est hyper connu parce que c'est dans le film Banlieue 13. C'est David Bell, donc un peu le créateur du parcours, donc celui qui a mis le nom sur la discipline, qui avait fait ce saut pendant ce film. Et c'était la première personne à l'avoir fait. Et depuis, c'est devenu le saut emblématique du parcours. Donc t'as des gens vraiment du monde entier, mais sans rire, vraiment du monde entier qui viennent pour faire ce saut. Donc il y a un saut entre deux toits à peu près 16 mètres de haut et entre 4 et 5 mètres de distance. Il n'y a pas droit à l'erreur là aussi. Non. Et c'est surtout, c'est un gros dénivelé. En fait, les 16 mètres, c'est ce qu'il y a de tout en haut du saut par terre. Mais bon, on va pas sauter par terre, ce n'est pas la meilleure idée. Mais du point A au point B où on doit sauter, donc la réception, il y a à peu près 4,50 mètres de drop, ce qui est énorme. Enfin, ça fait presque 3 fois ma taille, quoi. Et même il y a l'impact du coup. Ouais, c'est ça. Donc T'arrives là, c'est clair. Et en fait, moi, ce qui m'a motivée, c'est Lilou Ruel, qui est la première femme à l'avoir fait. Elle l'avait fait en quelques mois avant. Et pareil, c'était un saut que je voulais faire. Et il n'y avait aucune femme qui l'avait fait avant. Et je me suis dit, oh, ce serait cool de le faire. Mais j'ai jamais mis le temps et l'énergie spécialement dedans. Je me suis dit, je le ferai, mais tu sais, j'avais pas une date précise. Donc c'est un peu le genre de truc, tu commences à t'entraîner puis après t'arrêtes, tu fais d'autres choses. Et quand Lilou l'a fait, en fait, ça m'a grave remis dedans. Je me suis dit, bon, voilà, faut que je sois la deuxième femme à le faire. Et du coup, je me suis entraînée mais pas non plus trop. En fait, j'avais déjà une façon de m'entraîner qui était assez adaptée pour ça. J'ai quand même fait des sauts pareils, similaires, pour voir si ça allait bien se passer. Et puis un jour, j'y suis allée avec des potes, et puis voilà, quoi. Donc pareil, c'était comment? T'as eu pareil beaucoup de tentatives avant de t'y mettre? C'était quoi les défis un peu de ce saut? Le défi, c'est que je voulais le faire à l'arrêt, donc sans élan, c'est-à-dire partir du bord et sauter sans élan. Sauf que je le sentais pas quand je suis allée là-bas. Je me sentais trop juste, j'avais peur d'arriver un peu trop juste à l'arrivée. Ce qui est horrible sur un saut entre deux toits d'arriver juste. Donc je me suis dit, je vais le faire en courant. Sauf qu'en courant, le truc horrible aussi, c'est que c'est une toute petite bordure. Donc tu dois mettre ton pied sur une bordure qui est plus fine que ton pied cette fois. L'appui est hyper important. Ah ouais, et c'est super flippant parce que tu te dis, tu mets ton talon à la place, enfin t'as peur de louper ton pied, quoi. Mais ouais, j'ai mis pas mal de temps à l'envoyer, mais je pense que je l'avais surtout hyper mystifié, le saut. Je l'ai refait 1 an après, cette fois à l'arrêt. Pareil, c'est très bien passé. J'étais toujours pas très large derrière le mur, mais tout s'est bien passé. Donc je parlais du manpower, mais aussi des sauts de plus en plus haut t'apportent de la visibilité et te font connaître petit à petit dans la communauté du parcours et en dehors aussi. C'est ça. Dans le parcours, ça avait bien commencé à grimper et ça a commencé à toucher du monde autre que dans le parcours, je pense en 2022 ou 2023, quand j'ai fait une compilation justement de cette année où j'avais fait plein de sauts. Et en fait, elle a super bien marché. Ça a commencé à m'apporter pas mal d'abonnés. Et c'est là où tu te poses des questions sur ce qui est possible pour la suite, en fait. Oui, parce qu'on parle de centaines de milliers, voire de millions de vues. Donc plus de vues, mais aussi plus de risques. Tu en as parlé. On n'est pas sur du parcours classique comme ici, où il n'y a pas de risque mortel. Là, c'est vraiment, tu l'as dit, tu loupes un appui, c'est fini, quoi. C'est ça. T'en es consciente, toi, ou pas? Ouais. Clairement, hein, c'est pour ça que je fais hyper attention et que, en vrai, c'est ce que je montre sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc qui marche, qui peut attirer les marques, les personnes qui te suivent. Mais c'est clairement pas la majorité de mes entraînements, genre pas du tout. Justement, la plupart du temps, je suis peut-être sur des hauteurs, mais des hauteurs qui sont raisonnables ou au sol. La plupart de mes entraînements, c'est ça. C'est juste là, je montre le plus impressionnant parce que c'est toujours plus classe que dans une salle. Et c'est ça, et c'est aussi comme ça que ça marche. Comment tu gères vraiment cette peur et ces risques mortels? Du coup, forcément, c'est hyper présent quand tu fais un saut comme ça. De toute façon, la blessure, la mort quand t'es à des hauteurs comme ça, t'y penses tout le temps. Moi, c'est horrible, mais je pense à toutes les manières possibles, je pense, de rater mon saut. Donc, en général, de mourir sur ce genre de hauteur. Ce qui est pas ouf, mais ça me permet d'être concentrée, de me dire, OK, il y a ça à pas faire. Donc, les fais pas, quoi. Sinon, chiant. Mais ouais, en vrai, il y a des jours où t'as pas du tout envie de prendre des risques comme ça. Je pense que ça dépend vraiment du mood dans lequel t'es. Il y a des jours où j'ai absolument pas envie de prendre de risques. Il y a des jours où je vais plus penser à la mort ou à me dire, en fait, s'il y a un accident pour ma famille, pour moi, en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête comme ça, tu vois. À un moment donné, je voulais faire un saut entre deux toits et juste, je pensais qu'à la mort. Je me dis, mais là, je loupe mon pied, je meurs. Et j'y pensais beaucoup trop. Et je me suis dit, non, mais je peux pas le faire dans des conditions comme ça. Oui, donc toi, tu t'autorises aussi le fait de reculer et de pas y aller. Parce que s'il y a un accident, en fait, ça vaut tellement pas le coup juste pour une vidéo que c'est vraiment quand je le sens et quand j'ai envie. Il y a des moments où je le sens super bien, j'ai vraiment pas de doute, etc. Mais si je commence à trop douter, là, je vais pas avoir envie de le faire, quoi. On parlait de sauts que tu as réussi. Inversement, est-ce qu'il y a des sauts où tu t'es fait une belle frayeur? Est-ce que tu t'es déjà blessé? Alors, un saut, je me suis vraiment fait une belle frayeur
Pas spécialement, ça m'est déjà arrivé de rater des sauts ou quoi, ça fait un peu peur, mais rien de dramatique. Je me suis blessée récemment, je me suis fait une rupture partielle d'un des ligaments croisés. Pareil, en général, quand je me blesse, c'est tout le temps sur des trucs nuls. C'était dans une salle, sur un praticable, j'ai fait une rondade full. Donc c'est une rondade avec un salto vrillé. Et mon genou, je suis bien arrivée sur les 2 pieds, mais mon genou est rentré un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, ça m'a pris 4 mois et demi. Mais là, je n'ai pas d'opération, rien. Et puis là, tout va bien. Et sinon, des petites entorses, des trucs comme ça, mais rien de... Franchement, rien de grave. Donc pour l'instant, tu as été assez épargné par cette blessure. Ouais, c'est ça. Bah, je fais attention et j'ai aussi été épargnée parce qu'en vrai, t'as un truc de chance aussi là-dedans. Faut pas croire que... Et tu en as parlé avant, quand tu fais ces 2 gros sauts qui te rapportent beaucoup de vues, tu es encore mineur, tu as 17 ans. Tu as parlé de la famille, de la relation peut-être que peuvent avoir tes parents par rapport à cette activité. Est-ce que tu peux un peu nous rebondir là-dessus? Tu l'as annoncé à tes parents que tu allais faire ces sauts-là. Comment ils ont réagi? Je suppose que pour le parcours là en salle, c'était pas vraiment un problème. Mais quand ils t'ont vu monter sur des hauteurs où il y a des risques mortels, comment ça s'est passé? Bah, du coup, le premier saut qui a impressionné mes parents, c'est le saut à Grenoble dont je t'ai parlé avant. Qui a marqué pour moi le début, autant symboliquement qu'en termes de performance que mentalement. En vrai, tout ce que tu veux, il a vraiment marqué le début d'un truc important pour moi là-dedans. Et c'est le premier saut qui a aussi vraiment impressionné mes parents. Je me rappelle de la réaction de mon père, il était là en mode ah ouais, là ça commence à pas rigoler quoi. Mais il était impressionné dans le bon sens. Il a peur, en fait ils ont peur pour moi parce que c'est normal. Mais de l'autre, ils voient que c'est tellement ma passion, que je fais attention, que en fait, ils me soutiennent aussi là-dedans. Ils me disent de faire quand je le sens, et si je le sens pas, de pas le faire. Mais malgré le fait qu'ils ont peur, ils me l'ont jamais fait ressentir. Ils t'ont jamais dit arrête, fais plus ça, c'est trop dangereux? Non. Ils m'ont juste dit fais attention, mais ouais, fais ce que... Enfin, qu'est-ce que tu veux? En vrai, qu'est-ce que tu veux qu'ils... C'est bien, parce que je pense que ça t'aide aussi d'avoir ce soutien-là. Si, ils peuvent dire des trucs, mais dans tous les cas, ils auraient pas pu arrêter quoi que ce soit. Donc, ils ont préféré être dans le soutien et me dire par contre de faire attention. Et puis... Oui, ça mais j'ai jamais eu de problème là-dessus. Non, ils ont toujours été... C'est bien, parce que ça te permet toi aussi d'être plus sereine, je suppose, avec ça. Autre chose, tu as aussi fait allusion déjà 2 fois, c'est le fait d'être une femme dans ce milieu, d'être la première ou la deuxième à accomplir des performances, parce que j'ai cru le comprendre, tu vas le confirmer ou non, c'est un milieu très masculin, le parcours, c'est ça? Ouais, comme beaucoup de sports extrêmes, c'est la majorité, une grosse majorité même, que d'hommes en fait. Moi, des petites, quand tu t'es entraînée, c'était que des garçons? Ouais. J'étais même ils étaient plus âgés que moi en fait. Je suis direct tombée dans un groupe où ils avaient entre 5 et 10 ans de plus que moi, je pense. Mais hyper bienveillants, et c'est devenu... à l'heure d'aujourd'hui, c'est mes potes, quoi. C'est même des amis très proches, donc c'est incroyable. Mais je sais que ça peut déranger certaines personnes. Moi, j'ai toujours été habituée à être avec des garçons. Je pense que j'étais un peu la petite fille, un peu garçon manqué à l'école, à jouer avec les mecs. Donc ça m'a pas dérangée. Je me suis plutôt sentie même bien, en général... avec les hommes. Donc moi, ça m'a pas dérangée. Et justement, en tant que femme dans un milieu d'hommes, t'es très vite valorisée. En fait, dès que tu te la donnes un peu, ou vu que t'es que la seule fille ou qu'on n'est pas beaucoup, en fait, tu vas être mise en avant assez rapidement. Ce qui est cool et ce qui est agréable, et ça motive aussi. Mais justement, tu peux aussi avoir ce truc de... y a aussi moins de niveau en général chez les femmes. Donc un peu ce truc de... pas ça se fout de toi parce que t'es une fille, mais il peut y avoir de la misogynie. Moi, j'en ai pas été spécialement victime, à part, je dirais, des petites remarques en mode ah, c'est bien ça pour une fille, ou des trucs comme ça, mais ce qui est assez léger. Ce qui en fait partie, mais ça m'a pas impacté en fait. Moi, j'ai plus eu justement de la chance dans ce côté-là. Ça m'a plus mis en avant qu'autre chose, mais je sais que pour certaines personnes, c'est hyper dur, même le regard des autres, et pour certaines personnes, des hommes, je sais que t'en as qui veulent pas s'entraîner avec des hommes, mais dans tous les sports, pas que dans le parcours. Et donc pour toi, ça n'a pas été un frein d'être non, pas du tout. J'allais dire la seule, il y en a des autres, mais d'être en minorité, c'est peut-être aussi un peu plus de rage pour réussir. Ouais, moi comme je dis, ça a été vraiment bénéfique. Et surtout d'être avec des gens aussi plus forts que moi. Bon, ça aurait pu être des femmes, mais là c'était des hommes. Ça m'a toujours motivée en fait. Je voulais toujours faire comme eux, genre faire comme les personnes que je trouvais trop fortes, qui en général sont des hommes et qui ont toujours été hyper accueillants avec moi, en vrai, même aux événements, quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème avec ça. La communauté, pour l'instant, dans le parcours, elle reste franchement hyper bienveillante et hyper cool. Même à l'international,
J'ai jamais eu de problème. Après, t'en as sûrement qu'on en eu, mais Oui, je suppose que malgré ça, c'est vrai qu'on aimerait voir aussi plus de femmes faire du parcours. Et le fait que toi, tu montres que tu es une femme, tu bats des records, tu fais des performances aussi, à travers tes vidéos, ça peut aussi attirer des jeunes filles. bah j'espère, parce que le but c'est que ça se démocratise aussi là-dessus. Si moi je le fais, si Lilou, si plein d'autres femmes en fait aussi à l'international surtout en font à haut niveau, bah en fait il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire. C'est juste je pense que t'as ce problème où les sports extrêmes sont peut-être les femmes se sentent moins facilement acceptées dans ces milieux-là. T'as déjà eu des messages de jeunes filles ou jeunes femmes qui te disent c'est stylé ce que tu fais, ça montre qu'on peut le faire ou pas sur les réseaux? Ouais, ça fait super plaisir quand tu vois que tu peux inspirer des gens, que ce soit des petites filles, des garçons, tout ce que tu veux, en vrai, même des adultes, des fois qui t'envoient des messages, bah ça fait super plaisir, quoi. C'est aussi à ça que ça sert ce que je partage. C'est si des gens peuvent se retrouver là-dedans ou si ça peut les motiver, bah incroyable. On reparle des réseaux justement, on l'a dit, après 2022, tu gagnes très vite en abonnés, tu gagnes en vues. Comment on gère ça? Parce que tu étais encore au lycée. Comment tu gères ça et comment tu fais la balance entre ton contenu et ta scolarité? Est-ce que la vie que tu laisses voir sur les réseaux, c'est un peu ton quotidien et que c'est soit impressionnant? Comment tu fais? Bon, en vrai, ça a pas trop changé. Même quand j'ai pris des abonnés, franchement, ça a pas changé grand-chose à ma vie, à part que ça faisait plaisir. Et que j'imaginais potentiellement, et encore, je me rappelle même plus à quel moment je me suis dit que ce serait peut-être envisageable d'en faire une carrière ou quoi. J'étais juste super contente et je me suis dit qu'il fallait que je continue à poster sur les réseaux. C'était pas une pression? Non. Tu n'as jamais douté en disant maintenant, faut que j'assure, quoi? Non, pas du tout. Justement, je me disais, à part en avoir plus, là, c'est déjà venu comme ça sans que je le veuille spécialement. Donc en fait, à part que ce soit un bonus, pour l'instant, ouais, je le voyais pas autrement. Là, maintenant, ça a pris plus d'ampleur, donc il y a un peu la pression de poster régulièrement sur les réseaux parce que tu veux aussi garder une bonne image, donc savoir qu'est-ce que tu as envie de poster, qu'est-ce qui marche. En fait, trouver la balance entre toi, tes valeurs, ce que tu as envie de montrer, l'image de toi. Enfin, il y a aussi pas mal de choses. Mais en vrai, ça m'apporte tellement plus de positif que de négatif que... Oui, t'as pas peur de rentrer dans une logique un peu de surproduction de vidéos, de perte d'authenticité en disant je dois faire ça pour être vu. Du coup, c'est une question que je me pose. Quand même. C'est ça c'est important, mais j'arrive plutôt bien à trouver la balance en vrai. Pour l'instant, ça va, t'es pas du mauvais côté. Ça va. C'est juste dur de garder une régularité, parce que justement, je veux pas perdre en qualité. Et c'est compliqué de faire toujours des sauts. Moi, je suis assez exigeante, donc j'ai du mal des fois quand c'est pas un saut hyper impressionnant, parce que justement, j'ai commencé avec des vidéos impressionnantes, donc les gens me connaissent à travers ça, et t'as pas envie de descendre en dessous, tu vois ce que je veux dire? Des fois, je me dis, si c'est pas sur un toit, s'il n'y a pas de la hauteur, les gens ils vont trouver ça moins stylé. Ce qui peut être un peu dangereux parce que c'est ça, parce que du coup, tu veux toujours faire plus. Et c'est pour ça que des fois, faut se redire, ok, même si on m'a connu à travers ça, je fais pas que ça. Le parcours, faut aussi montrer que c'est pas que ça. Donc, faut aussi prendre du recul et essayer de voir ça différemment, parce que sinon, tu t'en sors pas. Faut toujours faire pire. Et en fait, je peux pas, même physiquement, je peux pas. Sur tes vidéos, sur ton compte Instagram, tu montres aussi certaines vidéos de tes fails, c'est-à-dire certains loupés. Je suppose que c'est aussi important pour montrer que tu peux perdre un appui, tu retombes en arrière, que c'est pas que les grands sauts réussis où tout le monde t'acclame. Justement, ça fait partie des questions que tu te poses. Est-ce que tu te dis, est-ce que c'est une bonne image pour moi de montrer que je fais des fails, que je tombe, que je rate? Mais de l'autre, je me dis, c'est aussi de l'authenticité, de montrer ce qui se passe vraiment. Parce que je pense que c'est important de montrer à tout le monde en fait ce qui se passe vraiment derrière les entraînements. Forcément, t'as des ratés. En plus, il y en a qui sont plutôt marrants, donc tant mieux. Et même quand t'as des blessures ou quoi, c'est bien de rappeler aux gens que c'est aussi une discipline qui peut être dangereuse comme beaucoup de sports. Justement, j'allais y venir. Tu te sens investi d'une certaine, pas responsabilité, mais de dire aux gens, tout le monde n'est pas capable de faire ce que je fais. Ça, c'est important aussi de le dire pour pas qu'il y ait des drames, justement. C'est important de le dire, mais je me sens pas responsable de quoi que ce soit. Les gens, parce que je reçois plein des messages d'adultes qui disent oui, mais imagine si les enfants ils font comme vous, franchement c'est honteux de montrer ça. Moi ça me procure tellement de choses positives que je continuerai à le faire. Si un enfant reproduit ça, malheureusement je sais pas quoi faire, parce qu'en fait oui, je précise des fois sous des posts, etc. Un entraînement, qu'il faut un entraînement, que machin, et c'est aussi logique comme dans tous les sports. Mais je me sens pas responsable. Après,
Et c'est vrai, je te posais la question parce qu'en regardant tes vidéos avant de l'interview, j'ai vu, ouais, comme tu l'as dit, beaucoup de posts qui disent oh, c'est inconscient de faire ça, elle risque sa vie pour des vues, ça, forcément, c'est un côté des réseaux sociaux aussi qui peut t'impacter ou t'es quand même assez hermétique à ça, tu te dis Non, franchement, en fait, vu que c'est que sur ma pratique sportive, les critiques, en général, quand tu fais. J'ai fait une vidéo qui a fait 176 millions de vues. Et là, je peux te dire que les commentaires négatifs que tu te prends, dès que tu fais des millions de vues, en fait, que ça touche d'autres personnes, t'en as, mais des milliers. Vraiment, j'ai même pas pu tous les ouvrir. Mais vu que c'est sur ma pratique sportive et pas du coup, je le prends pas personnellement parce qu'en fait, il m'attaque pas sur mon physique ou ça pourrait peut-être plus me toucher. Par exemple, ouais. T'as pas eu de Ouais, si, ça j'en ai, mais ouais, ça non. Donc, je pense que ça me toucherait plus si c'était vraiment que sur ma personne, genre physiquement, un truc qui m'appartient qu'à moi. Alors que là, de faire des sauts sur des toits en parcours, bon, il y en a plein. Ils me diront ça à moi, ils diront ça à mon pote qu'en fait. Bon, ça me dérange pas trop. Mais par contre, t'as pas mal de gens qui te souhaitent la mort aussi. Ah ouais? Ouais. Sur des sauts, justement. Comment ça, ils disent quoi? Ils disent, en fait, t'aurais mieux fait de tomber de l'autre côté. Ah oui. Ouais. Et là, tu te dis, bon, je vois pas l'intérêt de faire ça, c'est plus à choisir, si ça devait me procurer quelque chose, ce serait plus de l'énervement, parce que je vois pas à quoi ça sert de prendre le temps d'envoyer un message à quelqu'un pour lui dire ça, alors qu'il fait de mal à personne. Tu vois justement que dans cette vidéo, la personne profite et qu'elle fait ce qui lui plaît. Même si elle tombe, je vois pas ce que toi ça te fait, tu vois. Mais franchement, même ça, non. Ça me fait pas grand-chose. Ouais, donc on a parlé un peu de cette quasi-professionnalisation de ta pratique. Alors que tu es encore étudiante et tu as le bac est passé, vient sans doute la question des choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'investis là-dedans pour essayer d'en vivre? Tu te souviens de cette période et quels ont été, toi, tes choix justement que tu as fait? Je me rappelle avoir eu pas mal de discussions avec mes parents parce que eux, le fait que j'essaye là-dedans, ça les dérangeait pas spécialement. Même si je pense qu'ils avaient du mal à avoir la vision parce que même moi, j'avais du mal à savoir comment gagner sa vie. C'est ça, ce que ça pouvait donner. Mais du moment où j'avais un plan B, pour eux, c'était OK. Sauf que j'avais pas spécialement de plan B avant. Enfin, justement, j'essayais de réfléchir à du travail qui pourrait m'intéresser, mais j'étais pas hyper convaincue. Maintenant, j'ai pompier de Paris, ça pourrait m'intéresser. Donc c'est un beau plan B, eux, ils sont contents. Et moi, en fait, ça a commencé à vraiment être plus clair dans ma tête quand on a commencé à m'appeler pour des contrats. Donc je dirais les JO, en fait, ça a été vraiment là où ça a été plus clair. Grâce à tes vidéos, les gens les regardaient et des gens te contactaient. C'est ça. Du coup, c'est là où donc la transition au début était un peu floue. Donc même autant pour mes parents que pour moi, j'étais un peu là en mode je sais pas trop encore, je me laisse un peu de temps. T'as douté pendant cette période, ces mois de transition? Ouais, c'était pas un gros doute parce que je savais que je pouvais rattraper ce que je voulais derrière, tu vois. Mais c'est toujours pas hyper agréable de pas savoir. Mais en fait, après le bac, quelques mois après, je suis partie en Angleterre 5 mois pour le parcours. Et pour apprendre l'anglais, j'ai eu une bourse à Besançon, justement. Donc pendant cette période, je savais que déjà, j'allais pas spécialement rechercher un travail. Et c'est en revenant où, en fait, quelques mois après, on m'a contacté pour faire la cérémonie de clôture des JO. C'est ouf comme opportunité, ça. C'est ça. Et en fait, ça, c'est payé en cachet d'intermittent. Ok. Donc pour devenir intermittent du spectacle. Et c'est un peu là où j'ai commencé à me dire, mais ce serait peut-être possible de devenir intermittent et avoir... En fait, si j'ai ce statut-là, je peux vivre du parcours, en fait. C'est ça. Et j'avais déjà eu 1 ou 2 contrats à côté de cascades aussi, ou pareil, payés en cachet. Donc en fait, ça commençait à devenir une idée plus claire. Et vu que je voyais que j'avais du travail, je me disais, OK, en fait, autant me lancer là-dedans. On va revenir un peu sur les JO, parce que c'est quand même incroyable comme opportunité. Tu sors du bac, un peu après, bien sûr, on t'appelle. Comment ça s'est fait? Comment t'as appris ça? Quelle a été ta réaction? Eh je me rappelle, c'est un ami à moi, donc Maxence de Schroeder, qui m'a appelé au téléphone. Je me rappellerai vraiment toujours, je pense, j'étais à mon école de cascade et il m'appelle un soir et tout, il me dit, je crois qu'il m'a dit appelle-moi et tout, rapidement. Il me dit alors j'ai un truc à te proposer mais je peux pas te dire pourquoi c'est, faut juste que toi tu me donnes ta réponse, c'est entre telle date et telle date. Et moi je lui dis mais moi je pars à l'étranger avec ma famille, j'ai déjà pris mes billets. Il me dit malheureusement je peux pas te dire pourquoi c'est mais vraiment je te conseille de... Non. Ouais. Mais il me dit vraiment je te conseille d'accepter. Donc, je lui dis écoute je te fais confiance. Mais je me suis dit j'espère vraiment que c'est bien quoi. Mais voilà. Et du coup mon profil a été confirmé parce que je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas m'en parler, c'est que si c'était pas confirmé pour moi, fallait pas trop que ça se sache. Et du coup, moi, j'ai accepté. Mon profil a été confirmé. Il m'a dit que c'était pour la cérémonie de clôture des JO, où j'ai fait à peu près 19 répétitions, je crois. Et du coup, la date de la cérémonie. C'était quoi ton rôle?
Et ben, j'étais parmi... on était un peu plus de 100 artistes. Et du coup, c'était un gros spectacle. On était tous déguisés, donc on peut pas nous reconnaître. Où il y avait de la danse, des acrobaties. Vraiment un gros spectacle qui mélangeait plein de trucs pour la cérémonie de clôture, quoi. Je suppose que ça te fait aussi des connaissances. Tu montes sur Paris, donc aussi du réseau. Ouais, c'est surtout que c'était mon premier spectacle. Et pareil, pour un premier spectacle, je suis au Stade de France avec plein d'athlètes et d'artistes hyper forts. Ils ont pris vraiment des gens trop forts pour faire un truc comme ça. Donc j'ai rencontré plein de gens incroyables. Et autant en termes de talent que de personnes, quoi. Donc c'était fou. Et puis l'opportunité du spectacle, franchement, je pourrais jamais refaire un spectacle avec autant d'audience que celui-là. Genre, je pense que c'est impossible. À part si je refais un spectacle avec des JO, mais franchement, pour commencer, c'était juste incroyable. Et justement, tu parlais de ton école de cascade. Là, c'était à Paris. Toi, tu as décidé, actuellement, tu es sur Paris et tu as intégré une école de cascade. C'est ça, pour vraiment maximiser, optimiser ce côté-là de ton activité. Ouais, c'est ça. Moi, c'était un peu la suite logique. En fait, le parcours, c'est une des disciplines qui fait partie de la cascade. Donc c'était assez logique. J'ai vu qu'il y avait une école. J'ai vu aussi des amis à moi plus ou moins lointains sur les réseaux sociaux intégrer cette école et ça avait l'air trop cool. Donc je les ai contactés et puis je me suis dit en fait juste ça a l'air trop bien l'école de la faire, peu importe si je deviens cascadeuse ou pas. Et si je peux devenir cascadeuse, c'est vraiment le rêve, quoi. En fait, je peux faire et du parcours et plein d'autres trucs à côté. Donc franchement, je me suis dit vas-y, on teste, quoi. Oui, donc être intermittent, être embauché sur des films, sur des courts-métrages, c'est ça? C'est ça. T'as déjà pu en faire quelques-uns? Ouais, du coup, j'ai fait Dracula de Luc Besson. Ok. Pareil, j'étais appelée en tant que... pour faire du parcours. Et récemment, j'ai fait une série Amazon Glam Squad et pareil, une doublure pour un film en Belgique, Paradise, et puis aussi de la pub ou des choses comme ça à côté, quoi. Ça marche bien. C'est cool. Et on te demande quoi, par exemple, là, sur ces genres de films, courts-métrages? Et Dracula, c'était... on devait être des gargouilles et on devait faire du parcours. Donc on devait attaquer les soldats, on avait une démarche à garder. En fait, on était habillés en... Tu sais, c'est de la motion capture. Donc t'as des habits avec des poings, etc. pour après pouvoir ressembler à une créature. Et on devait sauter sur les soldats, courir, faire du franchissement d'obstacles. Il y avait plein de trucs. Et un autre truc qui a aucun rapport, par exemple là sur la série Glam Squad, je devais tomber et je me prenais un lavabo et je tombais au sol. En fait, je m'évanouissais. Vraiment, t'as tout le temps des trucs hyper différents. Ouais, c'est ça qui te plaît aussi, je suppose. Ouais, c'est tellement bien d'avoir jamais la même routine et jamais le même travail. Genre, tu vas, que ce soit un spectacle, un tournage, et t'as jamais la même chose à faire. Donc là, on peut dire que ta vie de jeune intermittente, parce que c'est de ça que tu vis, se passe bien pour l'instant. Ouais, non, franchement, du coup, là, ça va faire 1 an et demi. Là, je renouvelle ma 2e année. Et franchement, ça se passe trop bien. Donc, c'est vraiment par période. Par contre, c'est un métier d'artiste. Donc, il y a des fois, pendant tout cet été, j'ai rien eu. Et là, ça a repris où les tafs, ils s'enchaînaient, quoi. Donc, ça dépend totalement. Et justement, les périodes où il n'y a rien, c'est compliqué mentalement. On se dit, est-ce que j'aimerais pas faire un métier plus normal? Comment ça se passe? La stabilité, ça apporte certains trucs. C'est sûr que c'est rassurant, t'as moins le stress. Mais si je dois peser le pour et le contre, en fait, tous les points positifs que j'ai d'avoir cette vie, moins stable, en fait, ça vaut tellement le coup, justement. En fait, c'est ça qui me remotive, quand j'ai des moments de doute, parce que c'est sûr, des fois, tu te dis, mais imagine, là, j'ai rien. Imagine, ça continue comme ça, en fait, si j'ai pas ça, il faut que je trouve, tu vois, justement, la solution de plan B. Le fait d'avoir un plan B aussi, moi, ça me rassure, parce que je pense que pompier, c'est un truc qui pourrait me faire vraiment plaisir. Et du coup, ça me stresse pas de me dire, ok, si ça marche pas, je vais dans un truc qui me correspond plus et qui me donnera plus envie. Ouais. Donc ça, déjà, c'est moins stressant. Et avec l'intermittence, ce qui est bien, c'est que t'es payé quand même pendant 1 an. Donc même si ça marche pas pendant une période, t'as quand même un peu de temps aussi après pour te relever un peu de ça, tu vois. Donc en vrai, je dirais que les avantages me remotivent souvent, dans les petites périodes de doute. Et justement, petit point à venir aujourd'hui, quels sont tes objectifs, tes désirs, tes souhaits pour la suite? Et là, je me lance dans la compétition internationale en parcours. Donc, il y a 2 types de il y en a plus, mais vraiment les 2 grosses, c'est le speedrun, donc c'est ce que je fais. C'est de la course d'obstacles avec un chronomètre. Sur des obstacles un peu comme ici ou... Ouais, c'est ça va être vraiment des murs inclinés, des trucs où tu dois sauter, descendre, voilà.
Et l'autre, c'est du freestyle. Donc, c'est pareil, tu as un endroit avec des modules à certaines hauteurs. Et là, c'est à toi de créer ta ligne avec des acrobaties, des saltos, des enchaînements. De l'art. Et ça, c'est ça. Et ça, par contre, je fais pas. Donc, moi, je fais que la course de vitesse, donc le speedrun. Et l'année dernière, j'étais en équipe de France. Parce que oui, il y a une fédération de parcours. Ouais, du coup, il y a une fédération de parcours, mais en fait, ça a été racheté par la gym surtout. Donc, il y a des petits problèmes entre la gym et le parcours en termes de règles, mais c'est comme ça. Et du coup, l'année dernière, j'ai intégré l'équipe de France de parcours et je me suis blessée une semaine avant. Le FIS, donc, qui est une compétition internationale à Montpellier. Et en fait, après, tu as le FIS. L'année dernière, tu avais une compétition en Chine. Tu as plein de compétitions et d'étapes internationales. Et donc là, j'aimerais vraiment dédier une période un peu de ma vie pour faire des podiums. Et, Tu es rémunéré pour ça ou... si tu gagnes, c'est 7 000 €, quoi. Oui, donc en fait... Donc, t'as des cash prizes, quoi. Okay. Ton quotidien, c'est l'intermittence plus la compétition de parcours. C'est un peu ton modèle sur lequel tu vis aujourd'hui. Pas que, en fait, ça c'est vraiment moi en termes même pas financiers, c'est juste comme si j'avais des trucs à cocher dans ma vie. Genre j'ai ça à faire, et gagner une compétition internationale par exemple, c'est un truc que j'aimerais faire. Donc je vais dédier une période de ma vie pour faire ça, et quand j'aurai plus envie, j'arrêterai, tu vois. Mais c'est même pas pour le truc financier pour l'instant, même si c'est sûr que ça fait toujours plaisir de gagner un podium. Oui, t'as l'intermittence pour ça aussi. Ouais. C'est ça. Mais là, c'est plus pour le côté performance. Et en tant qu'athlète aussi, c'est toujours une fierté quand ça t'intéresse. Mais sinon, moi, je suis auto-entrepreneuse aussi. Donc, parce que des fois, tu as des tournages qui vont être payés en facture ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas mal de statuts. Et ça, c'est une question par rapport au physique. Je suppose qu'on se dit qu'on peut pas être traceuse, cascadeuse jusqu'à hyper vieux. Arrive un moment avec l'âge où le corps est sans doute plus adapté à ça, encaisse moins. Est-ce que ça, justement, limite de ton corps, tu y penses? Est-ce que ça te fait stresser ou pas? Ouais, je dirais que ça, c'est ce qui met le plus de doute à choisir. Parce que là, je sais que je peux... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je peux quand même trouver des trucs. Et après, tu te dis, en fait, même la personne la plus connue dans le parcours maintenant, il y a bien un moment donné où ça va être compliqué, quoi. Et c'est pas encore un sport où on gagne des millions. Donc, on va pas être à la retraite tout de suite. Donc, je pense que je me fais confiance, en vrai, pour trouver un truc après. Comme pompier ou quoi. D'où l'importance d'avoir un plan B, oui, tu l'as dit. C'est ça. Et même si c'est pas ça, parce que pompier de Paris, c'est que jusqu'à 25 ans. Donc là, si ça marche comme ça, moi, de mon côté, intermittent de parcours, cascade, tout ça, je pense que je vais rester là-dedans. Donc après, à voir ce qui me plaira, ce qui me donnera envie à ce moment-là. Parce qu'en fait, là, si je réfléchis avec les envies de maintenant, je pense que ce sera tellement différent que dans 10 ans, que c'est mettre une pression pour rien et qu'en fait, je préfère profiter maintenant. On arrive sur les dernières questions. Quels seraient les conseils, le conseil que tu pourrais donner à une jeune fille qui veut se lancer dans le parcours, qui hésite parce qu'il y a trop de mecs, par exemple, ou pas? Franchement, fonce. Ouais. Fonce, ça sert à rien de regretter. Tu peux découvrir et te découvrir toi dans cette passion. Même si c'est pas une passion, juste dans ce sport, tu peux... Enfin, il y a tellement de choses à en tirer. Tu parlais de choses à en tirer parce que toi, ça t'a apporté quoi, justement? En vrai, toute ma vie, toutes les rencontres, les gens avec qui je suis le plus proche maintenant, c'est tout des gens du parcours. Le taf que j'ai, c'est tout lié au parcours indirectement. Même la cascade, j'ai commencé parce que je faisais du parcours. J'aurais pas fait de parcours, je pense que je me serais moins intéressée. En fait, tout ce qui est lié aujourd'hui à ma vie, c'est autour de ça indirectement. Mais c'est vraiment hyper important. Et même les gens que j'ai rencontrés, on a vraiment une communauté incroyable. Genre même à l'étranger, je me suis fait plein de potes parce que les gens sont... Je sais pas si c'est parce que c'est le parcours, c'est encore une communauté pas non plus aussi grande que certains sports. Mais pour l'instant, en vrai, c'est magique. Et là, le chemin parcouru, quand tu regardes en arrière, quand tu te vois à 13 ans faire ta première session, poster ta première vidéo, tu t'en serais douté? T'es quand même fier du chemin parcouru? Fier, carrément. Et je m'en serais pas douté, mais par contre, je suis hyper fier, quoi. Ça fait hyper plaisir. Et de voir que ta famille aussi est fière de toi. Moi, je pense que ce qui me fait hyper plaisir, c'est quand je vois mes parents être fiers, mais pas forcément que du parcours, mais de voir que je me débrouille et que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ça fait plaisir de sentir que eux, ils sont hyper bien avec ça et qu'ils sont fiers de dire que leur fille, elle fait vraiment un truc qu'elle aime. C'est pas que elle fait du parcours, ok, mais elle arrive à vivre d'un truc qui est déjà assez improbable. Et ouais, ça fait fier de... Enfin, je suis fière de rendre mes parents fiers. En vrai, ça fait plaisir.
Bah Lola, merci. C'est la fin de cette interview. On te remercie d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir parlé de ta passion, devenu ton métier aujourd'hui. On te souhaite tout le bonheur pour la suite. On espère que tu cocheras toutes les cases que tu nous as parlé et que tu continueras à vivre de la cascade et aussi du parcours. Merci beaucoup Lola. Et ben merci à vous.